Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'arrivée de la prochaine série Harry Potter, dont la promesse est d'adapter fidèlement les livres si chers de notre enfance, en une série qui respectera, on le sait, l'entièreté des intrigues et le plus gros pari créatif d'Hollywood ces dernières années. Tenter de relancer une saga dont les films sont devenus mythiques est quelque chose qu'il faut reconnaître comme étant particulièrement complexe. Et pourtant, les adaptations cinématographiques, si on prend un peu le temps de se mettre en retrait de notre côté un peu fan et un peu passionné, sont tout de même, il faut le reconnaître, c'est important, sacrément inégal en matière de qualité. Certaines sont réussies, d'autres sont plutôt pas mauvaises, et certaines, pour ne pas dire une seule d'ailleurs, est catastrophique. Adapter un livre, surtout de la taille et de la richesse de ceux écrits par J.K. Rowling, dans un format qui doit demeurer entre 2h et 2h30 de film pour ne pas virer à la digestion, il faut d'ailleurs se rappeler qu'à l'époque de la sortie des premiers films, beaucoup de salles pratiquaient encore les entr'actes de 15 minutes, ce qui rallongeait d'autant plus la durée des films et donc la durée de présence des spectateurs dans les salles de cinéma. Et pour un public jeune, c'était déjà quelque chose de long, donc il faut bien l'avoir en tête. Mais surtout, il était impossible de tout traiter dans un format, on va dire, de 2h ou 2h30, tant l'œuvre de J.K. Rowling est riche en intrigues et surtout, évidemment, on le sait, il fallait aussi prendre en considération la difficulté qui était celle pour les équipes de production, c'est que personne ne savait exactement où J.K. Rowling voulait aller au final. Beaucoup de membres de la production, y compris les scénaristes, avançaient sur un monde qui était en cours d'écriture. Parfois, Rowling donnait certaines indications en rappelant que tel ou tel personnage pouvait avoir, par exemple, une importance ou en donnant telle ou telle consigne à un acteur qui agissait donc de la manière appropriée vis-à-vis de l'idée de J.K. Rowling, mais pas nécessairement à celle du réalisateur. Nous l'avons vu notamment dans le journal intime d'Alan Rickman, où parfois ça pouvait créer effectivement des désordres sur le plateau. Le fait de rebooter Harry Potter en série fait encore débat aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on comprend tout à fait, c'est même logique. Vous connaissez déjà notre avis sur le sujet. Il n'y avait en réalité, franchement, si on veut être honnête 3 secondes, vraiment pas d'autre choix pour repartir sur des bases saines que de repartir effectivement de l'histoire originelle en assurant une cohérence et une adaptation beaucoup plus fidèle à ce qui est l'esprit des livres. De nombreux fans d'ailleurs ont toujours demandé, il faut se le rappeler, pendant des années et des années, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à beaucoup trop oublier, d'avoir une série fidèle au livre et qui permette d'adapter presque chapitre par chapitre l'entièreté des romans. Un des avantages que nous voyons au reboot, c'est que cette fois-ci, on connaît donc le point de départ de la saga, mais aussi le point d'arrivée, ce qui est quand même pour les scénaristes quelque chose, convenons-en, de beaucoup plus facile à travailler qu'un objet littéraire en pleine création et de manière presque d'ailleurs concomitante entre écriture des livres et écriture de l'adaptation cinématographique qui plus est, ce qui peut être le cas parfois. Cette fois-ci, on sait tout, sauf ce que J.K. Rowling, évidemment, n'a peut-être pas encore dit officiellement, et on peut s'attendre donc à quelques surprises, et pourquoi pas même quelques révélations supplémentaires. L'adaptation en sera donc forcément beaucoup plus pertinente et beaucoup plus fidèle, surtout sur une dizaine d'heures de contenu pour chaque saison, ce qui est prévu actuellement par la Warner Bros., permettant donc d'aller fouiller dans les intrigues secondaires, dans les informations secondaires qui sont passées parfois totalement à la trappe des adaptations cinématographiques de Harry Potter. Pour cela, on sait que J.K. Rowling veillera particulièrement au grain et surtout, la promesse faite par la Warner Bros. Ne pourra pas être enterrée dans un coin comme si elle n'existait pas. Comme on vous le disait, certaines adaptations cinématographiques ont été particulièrement défaillantes et même, disons-le, carrément totalement hors de propos. Si on se réfère notamment par exemple à l'œuvre et à l'exemple d'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Vous le savez, si vous nous suivez depuis un petit moment, nous vous parlons de manière régulière de cette 6e adaptation d'Harry Potter qui fut pour le moins étonnante, pour ne pas dire déconcertante, voire totalement à côté de la plaque. Dans cette vidéo, nous avons décidé cette fois-ci de nous y attarder un petit peu plus car pour être tout à fait honnête, l'adaptation du Prince de Sang Mêlé, en fait, est franchement l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière d'adaptation cinématographique. À la barre du scénario de ce 6e film, on retrouve Steve Kloves, qui travaille depuis déjà un moment sur les films, et s'entend particulièrement bien, on le sait, avec le réalisateur David Yates. Le problème, c'est que Steve Kloves, étant un humain, il est par nature faillible et surtout se soumet un peu trop parfois à l'air du temps. Trop longtemps, on n'a probablement pas voulu véritablement voir que Steve Kloves, bien que brillant sous certains aspects, est en réalité quelqu'un qui ne semble pas forcément comprendre la dimension réelle de l'œuvre et du livre de Harry Potter, ce qui fait que malheureusement, il délivre
une adaptation et des adaptations qui sont souvent un peu bâclées. On vous l'avait dit dans une vidéo il y a maintenant 3 ans, nous étions très sceptiques au moment de son retour annoncé sur les secrets de Dumbledore, et force est de constater que nous n'avions quand même pas totalement tort dans la mesure où sa volonté permanente de toujours tout simplifier, de vouloir simplifier toutes les intrigues, a été quelque chose quand même de franchement un peu préjudiciable au film, et à l'intrigue qui était développée de manière originelle par J.K. Rowling. Entre la complexité scénaristique des crimes de Grindelwald et l'immense prévisibilité des secrets de Dumbledore, nous ne pouvons reconnaître en effet que la patte de Steve Kloves, et ça il faut être honnête. Alors attention, loin de nous l'idée de faire de Steve Kloves la seule personne incriminée. Réalisateurs, producteurs, acteurs, maison mère sont aussi à mettre en accusation en l'occurrence. Non, notre volonté c'est de reprendre en fait tout ce qui ne va pas dans l'adaptation de la 6e aventure de Harry Potter pour comprendre tout ce que la série ne doit pas faire en réalité comme erreur, car ce film, encore une fois, est symptomatique de cette espèce de dérive du fanservice à outrance et à dessous qui vient en réalité casser l'un des livres les plus sous tension de la saga tout entière. Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé est en effet un livre dont la tension dramatique sointe quasiment de toutes les pages. Bien évidemment, il y a quelques moments de liberté, quelques moments d'humour, mais dans le fond, on sent que tout se précipite vers l'accomplissement définitif de l'histoire qui ne se prête donc qu'assez peu à des sentiments frivoles, voire très légers. La mort de Sirius Black, on le sait, a eu un impact extraordinairement important sur la psychologie de Harry Potter. La blessure subie par Dumbledore autour et à cause d'une des reliques de la mort qui a été maudite car Abriton Horcrux vient forcément accélérer l'histoire puisqu'elle condamne donc Albus Dumbledore à mourir. L'enfance et l'adolescence du Seigneur des Ténèbres sont très riches d'enseignements et le monde de la magie se prépare au combat, se camoufle derrière des protections contre un ennemi qui est plus violent que jamais. Pourtant, la volonté assez improbable de l'équipe créative fut de prendre globalement le contre-pied total du roman en faisant de l'aveu même de David Yates, alors réalisateur depuis l'Ordre du Phénix, un film, on cite, entre guillemets, sex, drogue and rock'n'roll, en s'attardant davantage sur l'adolescence des personnages et sur la naissance des sentiments amoureux plutôt que de s'attaquer véritablement au vrai sujet qui était abordé dans le livre. Alors, c'était un pari créatif. La génération dont je fais partie et qui a eu le bonheur de découvrir Harry Potter avec les livres avait grandi et était donc effectivement désormais dans cette période très complexe qu'est l'adolescence. Dans la tête des producteurs, il fallait donc se coller à cette espèce d'idée de fanservice, de donner au spectateur quelque chose de très tourné client et en l'occurrence en faire un espèce de teen movie rempli de niaiseries, de passages pour le moins gênants et surtout d'une très mauvaise compréhension de l'histoire. En réalité, c'est en fait là où réside le plus gros problème de ce film, dans la mesure où l'on peut constater, de manière assez navrante, que personne n'a tenu compte de la véritable nature de ce 6e opus qui est pour le coup bien différent de ce que nous avons pu voir à l'écran. En fait, c'est tout le problème. Parfois, quand nous regardons Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, car ce film a quand même des qualités indéniables en matière aussi bien de lumière, de réalisation artistique, de musique ou même d'interprétation de la part de certains acteurs, nous nous demandons toujours en réalité si Steve Kloves a vraiment pris le temps de lire ce livre, de lire ce roman avant de l'adapter tellement il semble parfois complètement improbable et les manquements sont tellement profonds tant sur le fond que sur la forme, que nécessairement la question est ouverte. Ce que nous avons du mal à comprendre, c'est ce qui a motivé en réalité les choix artistiques qui ont dominé le processus créatif entre d'un côté une volonté assez évidente de faire du fanservice et donc un teen movie correspondant à une population adolescente, donc considérée automatiquement par principe comme débile et addict à des histoires d'amour, ou si vraiment il y a eu une volonté à un moment donné de ne pas traiter le matériel existant, considérant qu'il n'était pas nécessairement aux attentes, en tout cas au niveau des attentes des spectateurs. Ça aussi, c'est un point de questionnement. Ce genre de problématique, c'est quelque chose qui est assez classique dans le cinéma et dans la volonté d'adapter des livres qui connaissent un très gros succès en librairie. Mais ce n'est pas pour autant qu'il existe une vraie capacité à tout adapter avec succès. Et les exemples, malheureusement, sont flagrants en matière d'échecs et de catastrophes. On a eu le cas avec la saga Divergente, qui n'a pas réussi à aller au bout des romans, faute d'audience. On a eu le cas avec Eragon, qui s'est planté au premier volet, qui va bientôt être rebooté d'ailleurs sur Disney+. On a eu le coup avec Narnia, qui s'est arrêté au bout du 3e volet. Ils en ont fait un 4e et pas un autre studio, puis ils se sont arrêtés. Et donc là, ça va être rebooté, je crois, aussi sur Netflix. La saga Sublime Créature, qui a livré un premier film
film aussi mauvais en matière d'adaptation que celui dont nous vous parlons aujourd'hui. Enfin bref, il y a eu vraiment de très 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 gros échecs commerciaux, principalement expliqués par une volonté d'adapter souvent très maladroitement les œuvres pour coller à ce que les studios estimaient être les volontés et attentes du public. Ça vous fait pas penser un petit peu à quelque chose, ça ? En fait, on était déjà un peu dans les prémices de ce qu'on a connu ces dernières années avec toute cette espèce d'idéologie woke qu'on a vu débarquer dans les films et qui, en réalité, a plongé l'industrie d'Hollywood dans une catastrophe improbable où on se rend compte que les résultats du box-office, aujourd'hui, sont très mauvais. Seulement 3 films milliardaires sur l'année 2024 et surtout d'énormes contre-performances et un désamour global pour le cinéma, puisque on sait que la fréquentation des salles de cinéma chute en fonction des pays entre 30 et 10% de fréquentation chaque année, et ce depuis le Covid. On n'arrive pas à faire revenir les gens dans les salles de cinéma, mais c'est aussi peut-être parce que voilà, on a voulu anticiper des desiderata du public qui n'étaient pas les bons. Enfin bref. Le problème majeur avec l'adaptation de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, c'est que ce film aura principalement contribué à diviser la communauté de fans entre ceux qui ont lu les livres et ceux qui se contentent uniquement des films. Vous le savez, et nous vous en parlons souvent, cette dichotomie persistante entre d'un côté les lecteurs et de l'autre côté les spectateurs est un véritable souci, dans la mesure où le niveau d'information des spectateurs unique est quelque chose de très inférieur à celui des lecteurs. À titre d'exemple, un spectateur qui n'aura jamais lu les livres ne connaîtra jamais la véritable prophétie et ne comprendra pas toutes les imbrications qui se cachent derrière, puisque cette prophétie n'est jamais donnée en totalité dans toute la saga, ce qui est quand même un comble alors que toute l'histoire tourne autour de cette prophétie. Enfin bref, avec le Prince de Sang Mêlé, c'est la même chose. Sans le background de l'histoire familiale de Voldemort et plus largement de celle des Gaunt, les spectateurs se trouvent donc dans un espèce de no man's land un peu bizarre où Voldemort demeure un antagoniste particulièrement convaincant, mais dont les motivations et la trajectoire de vie ne sont absolument pas expliquées ni explicitées. Aux oubliettes, ses origines familiales, aux oubliettes, son passage à l'orphelinat, servant presque de seule et unique justification à toutes ces difficultés. Aux oubliettes, le fait aussi que Dumbledore prépare Harry Potter bien plus au combat qu'il attend que ce que l'on ne peut voir dans le film. La question des Horcruxes est tout juste survolée et on ne comprend pas bien véritablement ce qui se cache derrière. Et nous ne connaissons même pas la manière dont les Horcruxes ont d'ailleurs été récupérés durant la jeunesse de Voldemort, y compris autour de la bague des Gaunt. Mais la bague des Gaunt, qui est tout de même une des 3 reliques de la mort, en revient à un rang rendu totalement anecdotique par le film. La majorité du film s'attarde sur des points de détail de la vie amoureuse des adolescents et réussit même à se payer le luxe de faire passer la relation naissante entre Harry et Ginny Weasley pour quelque chose de totalement niais, alors que ce n'est aucunement le cas, le personnage de Ginny Weasley étant particulièrement dévoyé d'ailleurs dans ce film comme sur l'ensemble de la saga. Les intrigues amoureuses apportent, il est vrai, un vent de légèreté, mais encore une fois, il ne faut pas oublier la dimension pour le moins totalement dramatique des événements qui existent dans ce livre, les questionnements qui sont ceux de nos personnages, les ambiguïtés qui naissent sur la suite des événements à venir. Bien entendu, certaines scènes sont tout à fait poignantes, comme la mort évidemment d'Albus Dumbledore, ou encore le souvenir confié par Horace Slughorn au sujet de Lily Potter. Mais le tout dans un espèce de mélange des genres qui frôle parfois l'indigestion, tellement les personnages sont en réalité dévoyés par rapport à la manière dont J.K. Rowling a pu les écrire et les présenter. Ça, là-dessus, il faut quand même se le dire de manière honnête. Rien que la bataille de la tour d'astronomie en soi ne colle pas. Même si la majorité des événements sont racontés dans le roman par les tierces personnes à Harry Potter, le fait est qu'il y a quand même, cette nuit-là, une véritable intensité à Poudlard. On sait que Dumbledore a mis en alerte tout l'ordre du Phénix qui patrouille dans les couloirs, que Harry Potter a fait de même avant de partir avec Dumbledore avec ce qu'il reste de l'armée de Dumbledore et que le château est donc quadrillé avec précision et précaution. Dans le film, on a le sentiment que le château est laissé sans aucune réelle surveillance, en tout cas rien de bien sérieux. Quand les Mange-Morts entrent dans Poudlard, on a le sentiment que finalement rien ne les retient ou ne peut les retenir. On passera également sur le fait que Bellatrix Lestrange ne participait absolument pas à cette bataille dans la mesure où elle était, vous le savez, de manière assez évidente, occupée à autre chose à ce moment-là de l'histoire. En tout cas, on sait pourquoi quand on a lu Harry Potter et l'enfant maudit. Et ils sont allés inventer des trucs qui n'avaient en réalité aucun intérêt
intérêt pour l'histoire, y compris par exemple l'attaque du terrier, tout en passant sous silence les agissements de Voldemort jeune, que l'on aurait pu voir se confronter à son père, à ses grands-parents paternels, à son oncle maternel également. On aurait pu prendre aussi le temps de mieux expliquer les choses, de prendre le temps de développer certains éléments de son passé, de sa volonté destructrice, de sa volonté de créer des Horcruxes. Pourquoi, comment mais de tout cela, en réalité, nous ne verrons rien. La part belle sera donc donnée à des futilités, passant complètement à côté de sujets pourtant importants pour avoir une pleine et entière compréhension de ce que Voldemort s'apprête à déclencher et surtout de ce que l'on va découvrir dans les événements de Harry Potter et les reliques de la mort. Même l'enterrement de Dumbledore, pourtant événement quand même assez peu manquable, n'a jamais été tourné. Alors que là aussi, se joue quand même durant cette cérémonie et durant cette séquence beaucoup de choses, y compris d'ailleurs le terrible et magnifique chant du Phénix qui en soi veut tout dire. On sait d'ailleurs que certains acteurs se sont littéralement offusqués à ce sujet-là, dans la mesure où, par exemple, Evanna Lynch, l'interprète du personnage de Luna Lovegood, qu'on sait être une véritable fan de la saga, avait proposé de renoncer littéralement à son cachet pour que l'enterrement de Dumbledore puisse être filmé, la raison invoquée étant le manque de budget. Alors, on sait malheureusement qu'elle n'obtiendra pas gain de cause et en réalité, il est assez peu probable que le manque de budget, surtout sur une saga comme Harry Potter, puisse être véritablement la véritable raison. Un autre acteur d'ailleurs a beaucoup aussi parlé de ce film, c'est Alan Rickman dans ses journaux intimes, qui se montre également très critique vis-à-vis du scénario et vis-à-vis du script. Il ne comprenait pas par exemple que les acteurs doivent arborer aucune émotion. Il trouve que les dialogues sont totalement creux, sont totalement vides, ne comportent absolument aucune intensité dramatique. Il parle même dans ses mémoires carrément d'un amateurisme complet à ce sujet et force est de constater qu'il est difficile effectivement de dire le contraire par rapport donc aux mémoires qui étaient celles d'Alan Rickman. Alors on sait d'ailleurs qu'il s'en ouvrira personnellement à David Yates mais qui ne va en réalité pas du tout en tenir compte. Alan Rickman d'ailleurs va jusqu'à porter des critiques sur les décors puisque selon lui rien ne va véritablement dans les différentes scènes. On sait qu'il est très sceptique vis-à-vis de ce film, qu'il est très sceptique aussi vis-à-vis d'autres acteurs. On sait notamment qu'il charge de manière très violente Daniel Radcliffe, qu'il qualifie vraiment d'amateurisme et c'est limite s'il ne va pas le traiter de petit con. On sait d'ailleurs qu'Alan Rickman refusera d'assister à l'avant-première mondiale à Londres puisqu'il fera le tapis rouge et ensuite il s'éclipsera pour aller boire un verre dans un bar juste avant le début de la projection. Quelques jours après, il se retrouve à New York pour l'avant-première américaine. On sait qu'il est coincé à ce moment-là et qu'il ne peut pas partir par lui-même. Donc il est obligé, entre guillemets, d'assister à cette projection. Et c'est à ce moment-là qu'il note noir sur blanc sa volonté d'éclater la tête de David Yates et de David Heyman contre un mur. Et c'est une citation, ce n'est pas un commentaire. Il comprend la nécessité de voir évoluer les personnages, mais il se demande où se trouve l'histoire dans ce film. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'il note en lettres capitales. Et de manière assez évidente, les critiques adressées par Alan Rickman semblent effectivement tomber sous le sens, tellement elles sont emplies de justesse et de réalisme sur les problématiques vraiment réelles de ce film. On sait que d'autres acteurs ont fait part d'une certaine frustration, peut-être de manière un petit peu plus mesurée, mais Alan Rickman n'en était pas à son coup d'essai d'ailleurs sur les reproches faits à David Yates. Et ce n'est pas la dernière fois d'ailleurs non plus qu'il lui en adressera si on se réfère à son passionnant journal intime, même si vous savez à quel point cette publication nous semble tout de même quand même un peu gênante puisqu'elle est faite post-mortem et qu'il n'avait pas laissé d'instruction sur le sujet. Mais bon, sur le principe, on comprend en tout cas l'idée et c'était intéressant d'avoir cet éclairage-là. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est donc la pire adaptation d'un livre de J.K. Rowling. Probablement lié au fait d'ailleurs qu'au moment de l'écriture du scénario, J.K. Rowling était pleinement concentrée sur la rédaction du dernier tome d'Harry Potter et sur une promotion mondiale que l'on sait être épuisante tant la pression était absolument incroyable pour ce qui demeure encore aujourd'hui comme étant l'un des plus grands événements littéraires attendus de tous les temps. Rappelons pour ceux qui sont trop jeunes pour s'en souvenir que dans le monde entier, les librairies au moment de la sortie des livres Harry Potter ouvraient à minuit, y compris dans des petites villes, pour vendre les Harry Potter au moment de leur sortie. Cette adaptation donne donc à peu près tous les points clés à éviter absolument pour ne pas risquer de reproduire le même genre de problématique avec la série. Même si on sait que cette fois-ci, J.K. Rowling a davantage les moyens de tenir la maison et de surveiller ce qu'il se passe. Le fait est aussi de ne plus avoir David Yates à la réalisation est quelque part une chance. Bien
que relativement talentueux, on est d'accord sur beaucoup d'aspects. Force est de constater qu'il est peut-être resté un peu trop longtemps dans cet univers, en ayant oublié de se renouveler, et surtout en voulant toujours contenter en fait des fans. Souvent d'ailleurs, on l'a vu sur les Animaux Fantastiques, les fans les plus extrémistes, qui sont aussi, et c'est paradoxal, les moins attachés à l'œuvre. En somme, dans le mauvais, on trouve toujours le bon au final, puisque l'on comprend pour le coup que l'adaptation de Harry Potter en série prendra garde en fait à ne pas réitérer les erreurs du passé afin de livrer une copie qui soit satisfaisante, permettant à tous les fans de mieux comprendre les aspects oubliés de l'histoire développée par J.K. Rowling. Et nous espérons très sincèrement que cette série sera réussie, car il est vrai qu'il est particulièrement dommage que l'œuvre d'une artiste aussi extraordinaire que J.K. Rowling soit parfois à ce point ignorée par des gens qui pensent être fans, mais ne comprennent pas forcément toutes les imbrications. On se souvient par exemple du personnage de Rogue, qui a été quand même très romantisé par exemple dans l'adaptation cinématographique, et notamment dans les 2 derniers volets, donc Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et partie 2, où en réalité la version romantisée de Rogue, elle est quand même vachement pondérée au regard de ce qu'on peut lire dans l'œuvre. Là au moins on aura quand même quelque chose d'un peu plus, enfin un matériel un petit peu plus fidèle, et nous formons en tout cas le vœu qu'il y ait un changement important en la matière sur la série, et surtout aussi qu'on sorte un petit peu de l'idée de fanservice. Alors, vous le savez, là, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui changent. Dans les productions hollywoodiennes, il y a beaucoup de choses aussi qui sont amenées à changer, puisque, bon, tout le monde s'est rendu compte quand même qu'on avait déliré de manière assez improbable avec ces histoires woke, et qu'au final, on vidait plus les salles de cinéma qu'autre chose. Donc là, au moins, on va avoir une opportunité de découvrir une série qui sera basée sur un matériel quand même qui est très solide, qui est très complet, encore une fois, avec beaucoup d'intrigues secondaires, et on espère véritablement que toutes les, on va dire, erreurs qui ont été commises, alors spécifiquement dans Harry Potter, le Prince de Sang Mêlé, qui est l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi dans les autres films, auront été retenues, et que surtout on pourra découvrir quelque chose à la fois qui soit original, qui soit fidèle, mais aussi qui nous permette, in fine, de découvrir aussi, pourquoi pas, un jour plus de contenu. Mais pour ça, voilà, il faut qu'on soit en capacité de revenir un peu aux fondamentaux, parce que même aussi sur la question des maraudeurs qui passionnent beaucoup de fans, qui demandaient une série sur les maraudeurs, etc. Bon, en réalité, quand on regarde ce qui en est présenté dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, en tout cas dans les adaptations cinématographiques d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ou d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, bon, en réalité, il y a quand même pas grand-chose. Donc là, si on veut créer un petit peu plus de contenu, si on veut aller vers de nouveaux contenus, eh ben, il faut passer évidemment par une plus grosse création et par quelque chose qui soit un petit peu plus développé. Voilà grosso modo un petit peu notre avis sur le sujet. On espère que vous partagez cet avis. Dites-nous, vous, effectivement, par exemple, les scènes qui vous ont le plus manqué dans Harry Potter, le Prince de Sang Mêlé, ou même dans les autres films, hein, dites-nous concrètement ce qui vous a manqué le plus. Dites-nous aussi, voilà, si vous partagez notre avis sur le fait que si on veut être rigoureux, il faut effectivement changer un petit peu de braquet, et peut-être que le fait d'amener de nouveaux réalisateurs, de nouveaux scénaristes permettra de renforcer on va dire la corrélation entre l'œuvre cinématographique et l'œuvre littéraire. Voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires, et on se retrouve donc très bientôt avec plein de nouvelles informations et plein de nouvelles actualités autour du monde magique de Harry Potter, et on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine, et on vous souhaite aussi, puisque c'est l'heure des vacances pour certains, de très bonnes vacances pour ceux qui en prennent, et ceux qui restent au travail, eh ben, on vous souhaite beaucoup de courage, et continuez à écouter nos vidéos, ça nous fait toujours plaisir de voir notre communauté grandir petit à petit, et de voir que nos contenus vous plaisent. Donc à très bientôt.